Enfants de tôlards. 6 épisodes consacrés à ceux à qui on colle injustement cette étiquette, ceux qui grandissent avec un parent en prison. Adèle, Rania, Arbia, Géraldine et Maxime brisent le tabou de l'incarcération. Je me rappelle un petit peu justement du chaos, du déménagement soudain, très très soudain. Je me rappelle de ma chienne que j'ai laissée, j'avais un beau berger allemand. Et c'est tout ce que je me rappelle, vraiment c'était soudain. Les tontons qui sont descendus du nord pour nous récupérer, monter là-haut. Je m'appelle Maxime, j'ai 28 ans, et moi c'est mon papa qui était incarcéré quand j'avais l'âge de 8 ans. Si je creuse vraiment, je vais me rappeler un peu des premiers coups de téléphone, des premières lettres que j'ai envoyées, que j'ai écrites. C'est pas moi qui les envoyais, c'est ma mère qui les envoyait, donc même ça, je savais pas où ça allait. Je me rappelle écrire des lettres, elle me disait écrire à papa, mais voilà, sans comprendre vraiment. Je me rappelle aussi du premier coup de téléphone de mon père, avec la petite voix au début qui explique qu'on est sur écoute. Et ma mère qui devait sûrement nous expliquer un petit peu, mais voilà, 8 ans, qu'est-ce que vous voulez comprendre à ça, quoi, je veux dire, donc, c'est juste eu l'acceptation, on va dire, mais il n'y a pas eu vraiment de compréhension à ce moment-là. Très jeune, je sais pas ce que c'était une prison, moi, j'ai compris que c'est qu'on faisait une bêtise, un petit peu comme si on me mettait au coin à l'école, mais, non, du tout. Après, c'est en grandissant, je me rappelle, quand j'étais en 4e, ma mère, alors c'était une série qui avait fait un succès à la télé, tout le monde en parlait, tout regardait. Ma mère m'avait interdit de regarder, je comprenais pas pourquoi. C'était Prison Break. Et ça pareil, du coup ça m'énervait. J'ai dit pourquoi j'ai pas le droit de regarder Prison Break, tous les copains regardent Prison Break et tout. Maintenant, en grandissant, je comprends pourquoi ma mère voulait pas que je regarde Prison Break. Dans ma famille, on communiquait pas, on dialoguait pas, il y avait pas de mots qui étaient posés sur ce qui se passait, donc je me suis débrouillée pour comprendre toute seule ce qu'il y avait à comprendre. Je m'appelle Géraldine, j'ai 41 ans. Mon papa a été incarcéré quand j'avais 11 ans. Il avait écopé d'une peine de prison de 20 ans pour avoir commandité un assassinat. Quand il est parti en cavale, le lendemain matin, on a eu une perquisition à la maison, en fait. Et après, ma mère m'a conduit à l'école, une fois que la perquisition était terminée, puis elle devait partir travailler. Et la seule chose qu'elle médite dans la voiture juste avant d'arriver à l'école, c'est surtout, il ne faut rien dire de ce qu'il s'est passé ce matin à la maison. Il fallait pas poser de questions, il fallait pas en parler, que ce soit dans la famille entre nous ou que ce soit surtout pas à l'extérieur. L'insouciance, elle est terminée. On bascule dans le monde du mensonge. Je sais pas si, par exemple, à partir de l'âge de 11 ans, j'avais comme désir de devenir avocate, de faire des études de droit. Peut-être que, inconsciemment, c'était une manière d'essayer d'élaborer justement ce rapport entre vérité, mensonge, réel, pas réel, où est la voie de la vérité. Et c'est sûr que j'ai appris à mentir. Ça, par contre, oui, ça nous apprend le mensonge. Et ça crée forcément un plafond de verre avec les autres. C'est 2 mondes en parallèle, en permanence, en fait. On vit divisé entre 2 mondes. Une double vie. La première fois que j'ai pris le risque, que j'ai osé enfreindre la règle implicite, c'était avec ma meilleure amie d'enfance quand j'étais en 3e. Voilà, je sais pas pourquoi c'était elle, mais je me revois en train de lui écrire pendant les cours un petit mot. Qu'est-ce que tu penserais si tu apprenais que tu connaissais quelqu'un, que tu avais un ami, une amie dont un des parents est en prison, est-ce que tu accepterais encore de lui parler Maintenant, avec le recul, je trouve ça très mignon et naïf parce que c'est une drôle de manière d'amener les choses, mais je crois que ça traduisait surtout à l'époque cette chose que j'avais intégrée, vraiment du domaine de la dimension de la honte, de la culpabilité, non, c'est quelque chose, il faut pas que ça se sache, vraiment. C'est grâce à mon ami que j'ai pu commencer à en parler, j'ai pu commencer un peu à verbaliser des choses, mais jusqu'à l'âge de 15-16 ans, en fait, j'ai vécu, je dirais, une extrême solitude sur ce plan-là. Il y a personne qui m'a dit de pas en parler. Il y a juste une personne qui le sait. C'était une copine à moi qui était avec moi en maternelle. C'était la seule qui le savait. Je vais pas raconter ce qui se passe dans ma vie si les autres ils vont pas me raconter ce qui se passe dans leur vie. Ça me plaît pas de parler de ça. Je m'appelle Rania, j'ai 13 ans, j'ai 7 frères et sœurs. Ma mère a été incarcérée pendant 8 mois et mon père est incarcéré depuis 3 ans. Après moi je sais qu'il y avait ma famille qui le savait, du coup j'avais pas besoin d'en parler un peu à tout le monde, à des personnes pas de ma famille. Mais sinon il y a personne qui me disait tu le dis pas et tout ça.
Parce que je sais que mon grand frère, l'aîné, il y avait des copains à lui qui le savaient. Je le dis qu'un copain à moi parce que lui, il dit pas tous mes secrets. C'est mon meilleur copain. Je m'appelle Adèle, j'ai 9 ans, je suis le frère de Rania. Les autres, ils sont capables de dire aux autres et les autres, après, ils sont capables de dire aux autres. Après, toute la terre se le saura. Et ils peuvent nous afficher, ils peuvent nous dire, ils peuvent rigoler de nous. On va avoir honte. Tu dis à tout le monde, t'as honte. En fait, eux, ils pourraient avoir ses parents, et nous, non. C'est injuste de pas avoir ses parents. Moi, je sais que je faisais attention à qui j'en faisais part parce que je voulais pas non plus qu'on m'apparente à ce que mon père, par exemple, a pu faire. C'est pas parce que mon papa, pour le coup, a été jugé pour assassinat avec préméditation que moi, demain, je suis capable de faire un plan pour tuer quelqu'un. C'est pas quelque chose qu'on peut, je trouve, parler facilement, parce que sinon on va dire quoi, tu es fier en plus de ce que papa t'a fait. Enfin, il a fait ce qu'il a fait et moi j'y suis pour rien. Je veux dire, même moi, si, désolé, j'avais que 8 ans, j'avais pas pu l'empêcher, mais si j'aurais pu, je pense que je l'aurais fait. C'est surtout toujours le regard des autres. On sait jamais vraiment ce que la personne a pensé, donc moi je sais que pendant longtemps j'ai menti, mais je m'étais inventé complètement une vie même. On commençait un mensonge, on commençait avec un autre. Et je me rappelle toujours d'une réunion parents-prof où en fait ma mère pour le coup était venue et là j'étais face à tous ces mensonges que j'avais inventés, toute cette vie fictive que j'avais inventée. Et c'est là que j'ai compris en fait ça va à rien. Ça va à rien et après j'en ai parlé aux bonnes personnes et ça m'a aidé et après au fur et à mesure j'ai pu déjà commencer pour moi à l'accepter avant d'en parler. L'incarcération est stigmatisante pour les familles et pour les enfants. Cette stigmatisation crée de l'isolement social. Elle conduit également les familles à souvent ne pas informer réellement l'enfant du devenir de son parent qui a disparu. Alors, il y a un certain nombre de mythologies qui sont connues. Le parent disparaît et on va dire à l'enfant qu'il est parti en voyage ou qu'il est parti travailler à l'étranger. Or, il y a toujours un décalage entre ce qui est dit à l'enfant, ce que l'enfant entend et ce que l'enfant comprend. Je suis Gérard Benoît, président de l'UFRAMA. Lorsqu'il voit sa mère préoccupée, lorsqu'il entend éventuellement des bribes de conversation de sa mère, qui va parler de la prison, qui va évoquer ses difficultés, alors que la version officielle qui est donnée à l'enfant, c'est que son papa est parti en vacances ou parti travailler très loin à l'étranger, ça crée une distorsion. Et l'enfant, d'une certaine manière, peut être amené à se sentir coupable de la disparition de son parent. À la fois, son parent est parti et à la fois, il y a une forme de secret, d'interdit de parler ou d'interdit de penser pour l'enfant. Il y a bien entendu tout à fait le risque que, à l'école, auprès de ses camarades, il évoque effectivement l'incarcération de son parent et on sait que c'est quelque chose qui va être préjudiciable à la fois à la famille et à la fois à l'enfant. Malgré tout, les versions, les fausses versions, les maquillages de la disparition du parent sont tout à fait préjudiciables pour l'enfant. Si on ne parle plus des enfants quand on est en détention et que les enfants ne parlent plus des parents quand ils sont dehors, qu'est-ce qui fait qu'on est humain et qu'on est en relation ? C'est quand on parle de l'autre, c'est quand on pense à l'autre. Et c'est ça qui permet que ça fonctionne. Donc s'il y a du silence, c'est pas bon. Je suis Florence Dubord-Père, directrice du relais enfants-parents, psychologue de formation. Mais à l'école, ils peuvent pas en parler non plus à tout le monde. Il y a certaines familles qui ne parlent pas aux enfants de la prison de peur qu'ils en parlent à l'école. Du coup, alors on essaye de leur dire, écoutez, vous en parlez à l'enfant, puis vous lui dites que c'est un secret que vous devez garder. Mais parce qu'il peut y avoir une stigmatisation selon l'enseignant. Il y a des enseignants qui vont être super, et puis il y en a qui vont parler aux collègues, et puis du coup ça va être stigmatisé, et puis ça va être l'enfant d'eux, détenu. Ça, c'est pas bon. Donc c'est pour ça que moi j'ai des familles qui me disent, je préfère pas en parler. Je me dis, ah ok, par rapport à ça. Mais je trouve ça très triste. Et là, c'est la société qui doit bouger. Encore une fois, c'est toutes les questions de sensibilisation. Un enfant qui a un parent en prison, il n'a rien fait. Il en souffre ou pas, parce que ça lui appartient aussi. Ça dépend de l'histoire. Et il souffre forcément du manque d'un parent, ça c'est clair. Mais non, il faut pouvoir parler de tout. Mais en fait,
Les enfants peuvent nous parler si on est prêt à les entendre. En fait, ce qui est dérangeant, c'est tout ce que l'enfant il peut prendre et encaisser et emmagasiner, etc., qui n'est pas évacué, qui n'est pas accompagné. Je m'appelle Arbia, je suis déjà intervenue dans le cadre d'accompagnement d'enfants dont les parents étaient incarcérés. Puis après, j'ai basculé en étant accompagnante de mon neveu et mes nièces en détention pour aller voir leur père, qui est mon frère. Peut-être que les enfants qui sont confiés, peut-être placés, etc., ils sont mieux accompagnés. J'ai été après suivi par les éducateurs et je me rappelle pas. On parlait beaucoup de moi, on parlait beaucoup de mes problèmes, on parlait beaucoup de les choses mal que je faisais, par exemple. On parlait beaucoup des réactions que je devais éviter d'avoir, mais on n'a pas dit. Tu sais, Maxime, c'est normal d'être comme ça en fait, avec ce que tu as vécu, avec le fait d'avoir justement dû accepter ça dans ta vie, ce changement de vie soudain comme ça, et c'est normal, Maxime. C'est pas grave ce que tu fais en fait, parce que c'est logique. J'ai jamais eu ce genre d'écho, donc en fait voilà, c'était tout le temps, je faisais des bêtises, on me tapait sur les doigts, mais comme ça me calmait pas et comme ça soulageait pas ma peine, et bien je continuais, et à chaque fois c'était l'escalade, jusqu'à que je fasse un séjour en hôpital, après que je sois admis dans un foyer d'urgence, après dans un autre foyer un peu plus stable, et tout ça jamais sans comprendre. Et en fait non, je pense qu'à un moment donné il faut justement libérer un peu cette parole. On parle beaucoup des personnes qui vont en prison, des célébrités qui sont inculpées, mais on parle pas de la famille, on voit pas les enfants, surtout aussi des enfants qui sont aussi punis et qu'ils ont rien demandé. Alors ça, ils peuvent le reprocher à leurs parents, on va dire, mais tout ce qui suit derrière, le jugement aussi qu'on va apporter à ces personnes-là. Enfin, moi, je sais que quand j'étais très jeune à l'école, déjà, j'étais face à ce jugement-là. Enfin, c'est injuste, si on n'en parle pas, voilà, justement, c'est gangrène. Ça gangrène vraiment. Personne n'a creusé, vraiment. C'est seulement un pansement. On vous place, on vous accompagne, on vous aide. Mais il n'y a pas eu ça n'a pas été creusé. Bon, après, je sais pas pour leur jeter la pierre, mais je pense que aussi, ils ne prenaient pas en compte le fait que, on a subi, on va dire, un traumatisme injuste et quel justement on a dû apprendre à vivre. Et que justement, il fallait peut-être traiter aussi à la source, prendre en compte et nous faire comprendre au bon moment que c'était pas notre faute, ni à nous de changer de vie, de déménager, de quitter les copains à l'école. Enfin, chaque année, je déménageais. Chaque année, dès qu'il y avait un rapprochement familial, alors, du coup, mon père s'est rapproché du sud, on repartait. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont connu ce genre de vie. Mais surtout, je pense qu'il y en a beaucoup, comme moi aussi, ça m'est arrivé de le mettre ça justement de côté. De vivre avec ça sans l'extérioriser. Et je pense que c'est un mal parce que du coup, c'est comme vivre avec une cicatrice ouverte toute sa vie et sans savoir pourquoi. Et moi, personnellement, je sais que, voilà, après c'est mon tempérament, je suis quelqu'un de très à fleur de peau. Je suis convaincu que si, justement, cette cicatrice-là avait été traitée plus tôt, au bon moment, avec les bons mots et les bonnes personnes, j'aurais mieux fait certaines choses. Avec peut-être certaines personnes aussi, avec ma famille aussi, avec mon papa directement aussi. Qui j'ai perdu beaucoup de temps avec la mauvaise communication, et moi personne ne me rendra le temps que j'ai perdu, et alors du coup voilà, c'est ça aussi, c'est éviter de s'en prendre aux mauvaises personnes et parler, surtout dire ce qu'on a sur le cœur, et même si c'est se faire violence à un moment donné, c'est plutôt que se faire violence comme ça plutôt que exercer de la violence sur tout ce qui nous entoure par simple esprit de colère, d'incompréhension. Les situations plus compliquées, c'est quand les parents ne veulent pas dire aux enfants où se trouve le père, où se trouve la mère. Ils ne veulent pas parler de la prison. Ils ne veulent pas amener l'enfant. On conseille bien évidemment à tous les parents, autant que faire se peut, de leur expliquer la situation afin que la confiance que les enfants peuvent avoir en l'adulte et en leurs parents soit maintenue. Parce que finalement, si on vous montre du rouge et qu'on vous dit c'est bleu... J'ai accompagné un petit garçon, Mario, il y a des années. La mère lui avait dit qu'elle était à l'hôpital. Et sur le chemin, il m'a dit « Mais c'est pas l'hôpital ici, c'est la prison ». Il a réussi à dire que ça n'était pas normal, on lui avait pas dit la vérité. Mais beaucoup d'enfants se taisent, gardent ça, et du coup ça bloque. Quand un parent vient
accompagner son enfant en prison en lui disant que papa travaille, alors qu'on voit bien en arrivant ici les clés, pour ceux qui savent lire, il y a marqué centre pénitentiaire, on a quand même des uniformes, on a des gros sacs de linge avec des numéros d'écrou dessus, on a des familles qui parlent de prison juste à côté et notre papa à nous ne serait pas en prison. Les enfants, ils ont du mal à marcher, à y croire. Maintenant, quand l'adulte dit quelque chose, ils vont avoir du mal à penser le contraire. Donc ils voient bien que ça colle pas, il y a quelque chose qui colle pas, et il y aura d'autres choses qui vont, parce que suite à un mensonge, vont en découler d'autres. Par exemple, je reviens sur papa travaille. Il travaille dans quoi ? J'avais un père qui disait je fabrique des chaises. Donc après, elles sont où ? Et finalement, c'est tout un enchaînement de choses qui font que le mensonge grandit, grossit, et en parallèle, les fantasmes vont faire de même. Et c'est pas des jolies histoires qu'écrivent les enfants abandonnés. Ils m'ont pas dit qu'il était au travail. Ils m'ont dit qu'il était à New York. Après, quand il revient, après ils m'ont dit en fait... Après, c'est la dernière fois ma mère elle me l'avait dit. Et en fait, le premier jour, ils m'ont dit à New York, deuxième jour à Paris, le troisième jour, ils m'ont dit. Il y avait que mes deux grands frères et moi qui savaient. Et les petits, ils l'ont su plus tard. Ma petite sœur, elle croyait qu'il était en voyage pour elle, qu'ils allaient au travail. Et tous les jours, ils me disaient c'est quand qu'elle rentre, tout ça. Moi, je leur disais, elle va bientôt finir le travail. Même ce mot, présent, elles veulent pas le dire. J'ai rencontré une femme adulte, justement, qui avait beaucoup de mal à parler à ses enfants de l'incarcération de leur père. Et quand je suis allée la voir, elle m'a appris qu'à 16 ans, elle pensait que son père était mort, jusqu'à ce qu'elle le croise dans la rue. Et en fait, il était en prison. Et on lui avait dit qu'il était mort, pour le coup, où elle avait pensé qu'il était mort. C'est-à-dire, si vous n'avez plus de nouvelles de quelqu'un, que tout le monde se tait, que personne ne parle, c'est souvent ce qu'on va imaginer. La mort, la maladie, l'abandon, c'est-à-dire que l'enfant en parallèle de ça ne comprend pas. Son parent ne peut être que mort, sinon pourquoi il aurait abandonné ? Si rien n'est parlé, si tout est caché, si tout est enterré. Bien souvent, moi j'ai remarqué que ceux qui ne disaient pas ça à leurs enfants avaient eux-mêmes été soumis à des secrets de famille bien plus importants, ou que quand on parle de ce secret-là, c'est comme des dominos, il y en a d'autres qui vont tomber derrière, et la famille a l'impression qu'elle va s'effondrer. Du coup, c'est ça qui est difficile. Donc on va pas juger quelqu'un qui ne dit pas la vérité à son enfant, mais comment approcher au mieux ce que l'enfant peut voir. Effectivement, papa ou maman ne peut pas sortir, il est enfermé dans cette grande maison, oui. Je n'aime pas trop le mot bêtise qui est souvent utilisé. Je préfère qu'on dise à l'enfant ton parent a fait quelque chose qui est interdit par la loi. Même s'il est tout petit, le mot interdit il comprend, le mot loi il comprendra plus tard, mais le mot bêtise ça doit appartenir à son monde à lui et ça n'amène pas en prison. C'était bien qu'à un moment donné que les enfants ils comprennent et ils sachent où étaient leurs parents pour un peu lever un peu toutes ces appréhensions, cet imaginaire. Ça leur permettait déjà de voir en tout cas et de percevoir un peu le nouveau lieu d'habitation, oui, de la personne, parce que c'est quand même un lieu qui côtoie avant qu'ils aient un autre chez eux à la sortie. C'est comme quand vous, je sais pas si c'est le bon exemple opposé, quand vous faites tout un truc sur Disneyland. Et quand vous arrivez à Disneyland, des fois, c'est pas la magie à laquelle que vous aviez imaginé. La prison, c'est pareil. Vous avez l'impression que c'est comme ça. Vous arrivez, tiens, non, finalement, d'accord, et papa, et tu manges quoi? Et maman, est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu vas à l'école? Voilà. Après, moi, j'ai pas l'analyse clinique forcément, mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des enfants qui, après, c'était enfin, je sais que mon papa, il est pas mort. Je sais que mon papa, il a pas disparu. Ça, c'est un enfant qui, on avait commencé les visites. Et puis après, il n'avait plus trop envie d'y aller, donc on a dit, il n'y a pas de souci. Puis quand ça allait pas, donc dans son quotidien, et qu'on le rencontrait, donc il parlait, il disait, est-ce que tu peux me ramener voir mon père? Et je sais plus à quoi il ressemble, donc je vais juste aller voir. Puis après, il s'était rendu compte que, non, je n'irai plus le voir.
Dire ou ne pas dire aux enfants que son père ou sa mère est incarcéré, ça va dépendre de plusieurs facteurs. De l'âge, évidemment de l'acte. Il y a le contexte social aussi, selon les quartiers, selon la situation sociale des familles. C'est aussi plus ou moins facile de l'évoquer. Il y a la situation spécifique, importante aussi de quand l'enfant est victime de son parent incarcéré. Tout ça, ça interfère évidemment sur est-ce qu'on va en parler ou est-ce qu'on va pas en parler à l'enfant. Je m'appelle Caroline Toureau, sociologue, chargée d'études à l'Observatoire national de la protection de l'enfance. Il y a un consensus des associations d'accueil des familles des détenus, des psychologues, qui tendent à dire que c'est toujours moins traumatisant d'avouer à l'enfant ou de dire à l'enfant en tout cas que son parent est en détention plutôt que de lui cacher. Ne pas dire que le parent est en détention, c'est ne pas avoir à expliquer les motifs de l'incarcération auprès de l'enfant. Et là encore, on peut regretter qu'il n'y ait pas suffisamment de mesures pour accompagner les parents dans ce travail d'explication de l'acte qui a été commis. Je crois que les parents pensent qu'un enfant confronté à l'incarcération ou à l'annonce de l'incarcération de son parent, va se demander ce que le parent a fait. Or, c'est extrêmement important de se dire qu'avant l'adolescence, l'enfant qui a un parent incarcéré et qui en est informé ne se pose pas la question du pourquoi, qu'est-ce que mon père a fait ou qu'est-ce que ma mère a fait, mais comment il vit en prison. Est-ce qu'il a un lit ? Est-ce qu'il a une tenue rayée? Est-ce qu'il est bien traité? C'est donc un malentendu, c'est-à-dire que les parents qui n'informent pas l'enfant ou qui refusent d'informer l'enfant craignent effectivement d'être confrontés aux questions de l'enfant. Alors peut-être que ça viendra, mais ça viendra plutôt au moment de l'adolescence. L'enfant qui voit son parent disparaître a besoin d'être informé de ce qui se passe. Il a besoin de savoir qu'il va pouvoir maintenir des relations avec ce parent. Il a besoin de savoir que ce parent est bien traité et qu'il peut effectivement le rencontrer. Alors les filles, qu'est-ce qu'on raconte à maman? Oh, c'est quoi? Peur. Oui, qu'est-ce qu'on raconte? J'adore ces gâteaux. Alors qu'est-ce qu'on raconte à maman? Maman, les pièces, quoi? Tu me crois? Non, d'abord. C'est vrai qu'il fallait mettre des mots sur ce qu'ils avaient entendu concernant l'affaire de mon frère. C'est quelque chose qu'on a beaucoup discuté dans la mesure où les enfants ils y sont pour rien quoi. D'abord ça les concernait pas, c'est pas une affaire qui les concernait, c'est pas une affaire qui concernait directement la famille et je crois que là on n'en parle plus. Quand j'étais en 3e, il y avait le fameux stage d'observation d'une semaine qu'on peut faire en entreprise. Et j'avais demandé à le faire chez l'avocat de mon père. J'ai passé une semaine avec lui. Donc les 4 premiers jours, j'étais tout le temps avec lui, il m'amenait en audience, voilà. Enfin, j'étais vraiment dans l'observation. Et le dernier jour, en fait, il m'a amené dans une petite pièce. Il avait préparé le dossier de mon père en me disant, voilà, j'ai bien compris pourquoi t'es venu là, en fait. Donc je te laisse la journée. Si tu veux lire, c'est là, c'est à disposition. Je te fais confiance. Par contre, ne me pose pas de questions. Voilà, j'ai pu lire le rapport d'expertise, des éléments très très techniques comme ça. Après, évidemment, je me souviens pas de tout, puis j'avais trop d'émotions qui me permettaient pas de pouvoir retenir correctement les informations. Et à la suite de ça, quand j'allais voir mon père au parloir, j'ai essayé à quelques reprises de poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu es innocent? Est-ce que c'est vraiment toi qui as fait ce qui t'est reproché? Et on n'a jamais pu aborder vraiment ce sujet-là parce que quand j'allais au parloir, j'y allais accompagner avec la famille de mon père et il y avait des interdictions de questions en fait à poser. Après, je sais que mon père m'a toujours dit que lui était innocent, que s'il n'avait pas parlé, c'était pour nous protéger, moi et ma mère. Parce que mon père, en fait, fréquentait, on va dire ça comme ça, le milieu marseillais. Je saurais jamais réellement ce qu'il en est. Après, s'il l'avait vraiment fait, de toute façon, encore une fois, oui, vu son parcours. Et puis, bon, ça a une dimension particulière parce que mon père est mort en prison, en fait, quand j'avais sur mes 19 ans. À partir du moment où il est mort, je sais que là, c'était terminé de pouvoir avoir une chance d'avoir véritablement un jour une discussion d'adulte à adulte, de pouvoir aborder certaines choses, de pouvoir vraiment avoir la réponse. Voilà. Et après,
J'ai essayé de continuer à me construire avec ce manque-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que je pouvais pas douter de son amour. Je sais qu'il m'aimait. Vous venez d'écouter Enfants de Tôlard, un podcast d'Audrey Savournin réalisé avec Pierre Chaffanjon pour La Provence.